Dans l'actualité ce soir, après une parenthèse de 48 heures, la neige est de retour sur les 2/3 de la France. La moitié des vols pourraient être annulés demain à Orly et Roissy. En Bretagne, un préfet a purement et simplement fermé toutes les écoles et les lycées. On entendra aussi le ras-le-bol des habitants du Calvados. Le Parti socialiste veut relancer le débat sur le droit de vote des étrangers aux élections locales. Martine Aubry annonce le dépôt d'une proposition de loi. Elle fait suite aux propos d'Éric Besson qui s'y déclarait récemment favorable. C'est fait, depuis ce matin, les médecins généralistes sont autorisés à vacciner contre la grippe A. Nicolas Sarkozy a apporté aujourd'hui par ailleurs son soutien à Roselyne Bachelot. Nous n'en avons pas trop fait, dit-il. Un attentat mystérieux en Iran. Un scientifique nucléaire de renom a été tué par une moto piégée devant son domicile. Téhéran accuse Israël et les États-Unis. La France championne d'Europe des centenaires, ils sont entre 13 et 14 000, leur nombre double chaque décennie et on verra qu'ils vivent de mieux en mieux leur grand âge. C'est le dossier de cette édition. Enfin, dans un mois tout juste commencent les Jeux Olympiques d'hiver à Vancouver au Canada. La France vient de choisir son porte-drapeau, le biathlète Vincent Defrane. On verra qu'il y a plusieurs chances de médaille pour les Français. Bonsoir et bienvenue à tous. Le répit aura donc été de courte durée. La France est à nouveau sous la neige. Une neige lourde et collante, précise même Météo France, qui a lancé un avis d'alerte sur 58 départements, du nord de l'Aquitaine à la vallée du Rhône et de la Bretagne à la Champagne-Ardenne. On attend aussi du verglas. Alerte très sérieuse puisque certaines préfectures n'hésitent pas à recommander de différer les déplacements. C'est même le cas à Paris et que la direction de l'aviation civile demande aux compagnies d'annuler 30 à 50% des vols à Orly et à Roissy. Une fois encore, c'est l'Ouest qui est en première ligne et on n'est pas très loin là-bas de l'exaspération. Dans le Calvados, reportage Franck Genozo, Johan Nerton. Premier flocon et première galère. Ce chauffeur de poids lourd s'est fait surprendre dans une côte. Une saleuse à la rescousse. Et la circulation repart. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tant bien que mal. C'est la première année où vraiment c'est la catastrophe. Cette route a pris des allures de col des Alpes. Elle ne mène pourtant qu'au point culminant du Calvados, Saint-Sever, 300 mètres d'altitude. Et de la neige quasiment en continu depuis près de 4 semaines. De quoi occuper à plein temps les services de la mairie. Comment, oui, on fait que pour dire que ça. Que ça, oui, il y en a. Alors si certains habitants le prennent avec le sourire, Je suis canadien, hein. C'est comme Canada. d'autres commencent sincèrement à être découragés. Les gens étaient bloqués à Noël, ils sont embêtés au premier de l'an, et en fait, voilà, ils en ont marre. Non, mais bon, ça doit arriver à s'arrêter à un moment ou à un autre quand même. On espère que demain ce sera la fin. Une accalmie est effectivement prévue pour demain matin. En attendant, mieux vaudra ce soir encore rester bien au chaud. Bonsoir Franck Genozo, on vous retrouve en direct à Vire. Apparemment, il a cessé de neiger. Où en est-on en ce début de soirée ? Eh bien écoutez, la bonne nouvelle c'est que la neige s'est arrêtée et la mauvaise nouvelle c'est que ce sont des pluies verglaçantes qui ont pris le relais, des pluies verglaçantes qui rendent la route extrêmement piégeuse. Et tout à l'heure, tout au long de notre reportage, nous avons vu des poids lourds un peu partout arrêtés, patinant dans les côtes et derrière eux évidemment des files de voitures qui s'allongeaient. Alors comme nous le disait tout à l'heure un monsieur avec le sourire, ce soir pour rouler longtemps, mieux vaudra rouler doucement, d'autant que le verglas est en train de se former et ce soir il continue à faire froid, très froid ici en Basse-Normandie. Franck Genozo dans le Calvados, merci Franck. Oui, il faut préciser que la neige tombe sur un sol déjà gelé, d'où les difficultés. Petit tour de France avec Sophie Rodier. La Bretagne, comme le Grand Nord canadien. Dans ce port du Finistère, un vent glacial a littéralement paralysé l'activité. En quelques heures, c'est toute la région qui s'est couverte de neige. Les pluies verglaçantes ont rendu la circulation périlleuse, dérapage en pagaille. Dans les Côtes-d'Armor, pas de cours dans les écoles, collèges et lycées. 2 jours de fermeture décidés par le préfet, comme ici à Caulnes. La plupart des élèves ne s'y attendaient pas. Certains se sont retrouvés coincés. On fait ce qu'on trouve à faire, quoi. On va au foyer, on discute, quoi. Transport scolaire paralysé à Clermont-Ferrand, même situation près de Chartres. Dans ce lycée, beaucoup d'élèves manquaient à l'appel ce matin. Adrien, il n'est pas là? Les absents ont pu rattraper les cours sur Internet. Et sur les routes, heureusement, quand ça patine, tout le monde se mobilise, comme ici près de Caen. Il faut que tout le monde soit solidaire les uns des autres.
Depuis le week-end dernier, Saint-Germain-sur-Haye est coupé du monde, 60 cm de poudreuse dans les rues et un seul tractopelle. Le maire adjoint a mis en place une aide aux personnes âgées. Les aides ménagères vont soit avec leur mari, soit en tracteur, soit à pied chez les personnes âgées. Et puis on téléphone, voilà, on sait qui va chez qui. Cette crèche de Limoges a également dû s'adapter. Conditions de circulation exceptionnelles, horaires exceptionnels. Pour les parents bloqués, ce soir elle fermera à 23 h. Sachez également qu'un TGV reliant Marseille à Lille a été bloqué pendant 5 heures entre Lyon et Mâcon en raison du gel. Et puis regardez cette image de la Sarthe, le match Le Mans-Bordeaux qui devait se jouer en Coupe de la Ligue sera sans doute annulé. Il neige à très gros flocons au Mans dans la Sarthe. Alors cela fait maintenant 10 jours que cette vague de froid et de neige a commencé. Il n'y a pas que la gêne individuelle, c'est aussi toute la vie économique qui est au ralenti. Julien Dupéret avec notre bureau à Lyon. La neige a été la plus forte. Sous son poids, les serres se sont effondrées. Ces exploitations agricoles du Sud sont détruites. Mais pour connaître le coût des pertes, il faudra attendre le redout. À l'aéroport de Lyon, en revanche, la facture est déjà là. 263 vols annulés, 800 passagers bloqués. Perte, un peu plus d'1 million d'euros en manque à gagner et personnel supplémentaire. C'est un impact qui est loin d'être négligeable. Nous avons un chiffre d'affaires aéronautique d'environ 50 millions d'euros, donc on peut faire le rapprochement et voir que c'est quand même une partie importante. Les transports, premier secteur grippé par le froid, TGV, Eurostar, les intempéries de ces dernières semaines coûtent cher. Pour dédommager ces passagers bloqués par la neige, Eurostar doit débourser 499 000 euros. Sur les routes, même sanction, interdiction de circuler pour les poids lourds. Dans cette entreprise dijonnaise, 30 chauffeurs sont restés au parking plusieurs jours. Sur notre chiffre d'affaires mensuel, par le fait, c'est quand même 5% du chiffre d'affaires qui se sont envolés. C'est 41 000 euros, donc, sur la semaine dernière. Par ricochet, des secteurs entiers tournent au ralenti, faute de livraison. Ce supermarché par exemple, ou encore ce chantier dans le nord de la France. L'hiver dernier, le secteur du bâtiment aurait perdu 140 millions d'euros. Et cela pourrait être pire cette année. Le froid, certains s'en frottent pourtant les mains. Ce grand magasin parisien a écoulé un manteau toutes les 20 secondes, le premier jour des soldes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette vague de froid et de neige. Il faudra attendre après-demain, vendredi, pour un redout généralisé sur tout le pays. Un virage dans la politique de vaccination contre la grippe A, je vous le disais depuis ce matin, et après des semaines de controverses, les médecins généralistes sont autorisés à vacciner. Reportage José Blanc-Lapierre, Jean-Jacques Le Garec. Il a une ordonnance, une carte professionnelle. Guy Cadoche est médecin généraliste, le tout premier à se rendre dans ce centre de vaccination parisien. Pas pour se faire vacciner, mais pour venir chercher des doses, même s'il ne trouve pas ça normal. Je bougonne en disant que ce serait mieux quand même de respecter le système habituel de distribution du médicament. Système habituel, c'est-à-dire les pharmacies. Mais mauvaise nouvelle, ici, les vaccins destinés aux généralistes n'ont pas encore été livrés. Vous n'avez pas tous les vaccins? Non, on n'a pas tous les vaccins. Là, actuellement, on n'a que du Panenza en multidose. Du Panenza pour femmes enceintes et enfants uniquement. 2 flacons de 10 doses, c'est ce qui sera remis dans le sac isotherme du médecin. Bon, donc, docteur, vous revenez demain, si j'ai bien compris. Eh bien voilà, malheureusement, dans mon parcours du combattant. Pour cette première journée de vaccination, d'autres ne sont volontairement pas prêts. Ils font le choix d'attendre une distribution simplifiée. Nous, on attend avec impatience que le vaccin soit disponible dans les pharmacies, parce que c'est comme cela qu'on pourra vacciner les personnes qui en ont le plus besoin. Quant au centre de vaccination, il reste ouvert, mais moins longtemps. Les candidats étant peu nombreux, comme cet après-midi, dans le 13e arrondissement. Nicolas Sarkozy, qui présentait tout à l'heure ses vœux au monde de la santé à Perpignan, a apporté son soutien à Roselyne Bachelot. Nous n'en avons pas trop fait contre la grippe A, a-t-il indiqué. Pas un seul Français ne pourra dire qu'il n'a pas pu se faire vacciner. Fin de citation. Autre titre de l'actualité, le Parti socialiste veut relancer le débat sur le droit de vote des étrangers aux élections locales. En présentant ses vœux, elle aussi, Martine Aubry a annoncé le dépôt d'une proposition de loi, proposition qui fait suite aux propos d'Éric Besson
Besson qui s'y déclarait récemment favorable à titre personnel. Nicolas Sarkozy lui-même avait évoqué cette question pendant sa campagne. Thierry Curtet, Mathieu Nivenglowski. Le débat sur l'identité nationale voulu par la droite patine. Alors Martine Aubry met les pieds dans le plat. Ce matin, pour ses vœux, elle a remis au goût du jour un thème lancé par François Mitterrand déjà et évoqué par Nicolas Sarkozy durant sa campagne. Dès aujourd'hui, le groupe socialiste de l'Assemblée nationale déposera une proposition de loi sur le droit de vote des étrangers aux élections locales. Le président de la République avait dit qu'il y était favorable. Eh bien, qu'il la fasse voter. Nous dirons que c'est une loi portée par l'ensemble de la République française. Pour le PS, les Verts et les communistes partagent l'idée. Ces étrangers pourraient voter aux élections municipales et cantonales s'ils sont en France depuis au moins 5 ans. En Europe, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Irlande, Danemark et Suède accordent sous condition le droit de vote aux étrangers. Pour les députés socialistes, c'est une réponse au débat sur l'identité nationale. Il y a une stigmatisation croissante des immigrés en France et que ça, ce n'est plus supportable. Donc c'est bien de rappeler que le Parti socialiste, encore une fois, défend une vision d'une France qui est ouverte. Cette idée raidit les députés de droite. Et lorsqu'on rappelle qu'Éric Besson ou l'actuel président de la République ont évoqué tour à tour l'idée, il s'empresse de préciser. En ce qui concerne le président de la République, il avait indiqué à l'époque, sous couvert de réciprocité dans les pays concernés. Voilà pourquoi le mouvement populaire y est opposé. J'y suis totalement hostile parce que pour moi, la citoyenneté, le droit de vote, va avec la nationalité française. Le Parti socialiste présentera une loi à la fin du mois de mars. Elle suscitera un débat agité. Martine Aubry qui a aussi estimé que 2010 serait l'an 1 de la reconquête pour le Parti socialiste qui frétille à nouveau, dit-elle. Fin de citation. En bref, encore à propos de politique, notez que François Fillon se rallie au principe d'une loi contre le voile intégral, comme le souhaite aussi Jean-François Copé, une loi qui accompagnerait une résolution parlementaire. L'éducation, les collégiens et les lycéens étaient invités ce matin à observer une minute de silence en mémoire de l'élève tué par l'un de ses camarades au lycée du Kremlin-Bicêtre. Ça n'est pas le premier drame de ce genre. Alors peut-on parler de montée des tensions, de l'incivisme, des insultes, de la violence dans les classes ou dans la cour? Les chiffres sont peu précis, mais c'est un sentiment répandu. Ce soir, nous donnons la parole à des enseignants, à des chefs d'établissement, à des lycéens. Voici ce qu'ils en disent. Témoignage recueilli par Mallory Aounou et Daniel Lévy. Donc on va se lever. Honorons la mémoire de ce jeune homme de 17 ans, mort vendredi d'un coup de couteau dans le cœur. Ils ont interrompu le cours pour se recueillir, réfléchir dans le silence d'une minute au destin brisé d'Hakim, un lycéen de leur âge qu'eux ne connaissaient pas, mais auquel chacun ici peut s'identifier. Il n'y a pas de raison pour qu'ici ça se passe pas, donc je pense que ça peut arriver partout. On n'est personne pour retirer la vie et enfin, les choses n'ont plus aucune valeur et c'est vraiment triste et dommage. Surtout à 17 ans, on a toute la vie devant nous. L'occasion d'un dialogue, bien au-delà du débat sur la sécurité. Dans ce lycée du Val-de-Marne, certains élèves viennent du même quartier qu'Hakim. Mais après l'émotion, c'est avec fatalisme qu'ils évoquent une violence quotidienne. Il y a d'abord les mots, il y a parfois des armes. Les insultes sont devenues banalisées. On ne sait plus parler maintenant. C'est tout le temps frapper ou menacer toujours. Soi-disant des questions d'honneur alors qu'il n'y a rien. C'est de la fierté aussi. Ouais. Donc vous vous sentez aussi obligé de répondre sur ce terrain-là? On est obligé. Parce que si on se laisse faire, après c'est pire. Ouais. Si on se bat pas, après voilà, on est mal vu. On est mal vu. Puis après on va être plus la visée justement de problèmes, d'insultes, de raquettes et tout ça. J'ai même vu des, comment ça s'appelle, des tasers. Les électriques là. Ils en avaient au lycée. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont des armes sur eux pour faire bien. Et après, quand dans le moment de l'action, ils les sortent, ils savent pas ce qu'ils font avec. Et après, il y a des bavures comme ça qui arrivent. Dans les couloirs, pourtant, pas de sentiment d'insécurité. Le plus souvent, les conflits sont importés des quartiers, des cités alentours. Même s'il y a une tension à l'intérieur, c'est plutôt à l'extérieur, sur le parvis, que se régleront les problèmes entre bandes. Et à ce moment-là, on voit arriver des élèves d'autres établissements et on sait que là, il risque d'y avoir un risque de bagarre. Depuis une dizaine d'années, les faits de violence en milieu scolaire n'augmentent pas, mais ils se concentrent dans les lieux d'exclusion sociale où l'on assiste à une banalisation.
Je dirais que le recours à la violence physique, oui, certainement. C'est-à-dire qu'il y a une inscription dans ce que les mots eux-mêmes appellent la loi du plus fort. Une des plus grosses évolutions de la violence à l'école de ces 10 dernières années, c'est qu'elle est devenue plus collective. C'est-à-dire qu'il y a des individus isolés qui en subissent plus, qui en prennent plein la tronche parce qu'il y a 10 gosses qui les embêtent toute la journée. Sur l'année scolaire 2008-2009, on a dénombré un peu plus de 10 incidents graves pour 1000 élèves. Dans 77% des cas, les auteurs étaient des garçons. L'économie, y a-t-il eu des légèretés, voire des détournements au comité d'entreprise d'Air France? C'est l'un des plus gros du pays. Un audit des comptes rendu officiel aujourd'hui fait apparaître un trou de plusieurs millions d'euros. Il souligne aussi l'existence de pratiques frauduleuses. Jean-Paul Chapelle, Daniel Lévy. Le luxueux domaine de Lacy aura été un bien mauvais placement pour le comité d'entreprise d'Air France. Achetée au prix fort, 25 millions d'euros, cette résidence de loisirs pourrait être revendue urgemment pour éponger les trous de trésorerie. Car il manque plusieurs millions d'euros dans les comptes et un audit a mis au jour des pratiques douteuses. Exemple, des voyages pour quelques 28 000 euros, dont un aux États-Unis pour le frère d'un dirigeant du CCE. Ou encore des dépenses de 3 000 euros pour des draps de bain ou des écrans télé, mis en cause directement, l'ancien dirigeant du comité central nie tout en bloc. 3 000 euros par mois pour acheter des draps de bain, c'est une immense plaisanterie. Nous avons acheté des draps de bain, non pas avec la carte bleue, avec un appel d'offres auprès de fournisseurs. Sur fond de querelles syndicales, les autres organisations dénoncent la gestion calamiteuse de la CFDT, en particulier sur le patrimoine. Est-il de la vocation d'un comité central d'entreprise d'être propriétaire de ces centres de vacances plutôt que de faire appel à des professionnels? D'ores et déjà, le gouvernement demande des explications à la direction de l'entreprise qui avait coutume d'avancer de l'argent au CCE pour boucler ses fins de mois. À l'étranger, sachez d'abord que l'officier français grièvement blessé hier en Afghanistan lors d'une attaque est mort aujourd'hui. Son identité n'a pas été communiquée, sa famille ne le souhaite pas. Cette attaque aura donc fait 2 morts dans les rangs français. Un attentat mystérieux en Iran, un attentat ciblé. Un scientifique nucléaire de renom a été tué par une moto piégée devant son domicile. Téhéran accuse ce soir Israël et les États-Unis. Claude Samper. Un attentat ciblé dans un quartier nord de Téhéran. La victime, un professeur d'université de 50 ans, spécialiste du nucléaire. L'homme sortait de chez lui pour se rendre à son travail lorsque l'explosion s'est produite. La bombe était apparemment dissimulée sur cette moto. Elle était garée juste devant chez lui. D'après les premiers éléments de l'enquête, on pense que l'explosion a été déclenchée à distance. Elle l'a tué sur le coup. Massoud Mohammadi était professeur de physique nucléaire à Téhéran. La télévision d'État a tout de suite mis en cause les services secrets américains, israéliens et l'organisation des Moudjahidines du peuple, sans preuve. On ne sait pas si la victime participait directement au programme nucléaire du pays. Les États-Unis ont catégoriquement démenti toute implication. Direction le Yémen maintenant, un pays très observé, vous le savez, depuis la tentative d'attentat sur le vol Amsterdam-Détroit. Eh bien, stupéfaction aujourd'hui, un homme soupçonné de terrorisme, considéré comme un financier d'Al-Qaïda, a fait une conférence de presse au vu et au su de tous donc. Et c'est toute l'ambiguïté du Yémen. Officiellement, le pays est l'allié des Occidentaux. Dans les faits, c'est une autre histoire. Enquête sur place, Renaud Bernard, Jacques Duboz. C'est une terre d'islam qui veut montrer qu'elle combat Al-Qaïda. Et pour nous le prouver, les forces de sécurité nous emmènent en opération. Ces terroristes s'en prennent aux civils, au peuple, à l'État. Voici la ligne de front, c'est un barrage routier. La limite entre la zone tenue par le gouvernement et le territoire d'Al-Qaïda. Au-delà, l'armée ne contrôle plus rien. Ici, chaque voiture qui arrive est un danger potentiel. Vérifie ses papiers. Fouille bien, n'oublie rien. Contrôle tout. Celle-là, elle a été vérifiée. Elle peut passer. La terreur des voitures piégées. Il faut empêcher coûte que coûte l'infiltration des islamistes en ville. Mais contre les terroristes, les militaires yéménites ont une arme insolite, le trombinoscope d'Al-Qaïda. 65 fiches de suspects avec photo et identité. Avec ça, on ne peut rater aucun suspect. Lui, c'est un physionomiste de la sécurité politique.
Mais dans un Yémen pétri de traditions millénaires, les terroristes exploitent une faille, le voile intégral des femmes. En 2006, l'état-major d'Al-Qaïda s'est évadé de prison ici. Ils étaient déguisés en femmes, personne n'avait osé les fouiller. Pour y remédier, le Yémen a créé une unité antiterroriste 100% féminine. Elles ne sont que 52. Mais elles se battent comme des hommes. C'était la semaine dernière. Ceux d'Al-Qaïda nous ont tiré dessus à Arab. Et pour se préparer au combat, l'entraînement se fait à balles réelles. Nous sommes dans les montagnes au nord de la capitale. À l'assaut! L'exercice du jour, attaque d'un bastion d'Al-Qaïda. Les militaires ont été formés par les instructeurs américains. Allez, vas-y Habib. Amenez le fourgon. Tu vas baisser la tête? Mais si leur formation est américaine, impensable pour les soldats d'envisager une intervention directe de Washington sur leur sol. On n'a pas le droit de parler de ça, demandez à l'état-major. Avec cette démonstration de force, le Yémen veut envoyer un message au monde extérieur et notamment à Washington. Pas besoin d'intervention étrangère pour combattre Al-Qaïda. Le problème, c'est qu'en la matière, le Yémen semble jouer un double jeu. En voici l'illustration. En plein Sanaa, conférence de presse d'Abdelmajid Zindani. Par décret, George Bush, il y a 4 ans, l'a estampillé terroriste global, allié d'Oussama Ben Laden. Entouré de ses fidèles salafistes radicaux comme lui, il s'en lave les mains. Ce ne sont que des mensonges. Et tuer, c'est donc légal? Que feriez-vous si quelqu'un vous envahissait et vous tuait? Je réponds qu'il faut défendre sa terre, c'est un devoir. Plus troublant encore, malgré les demandes de fermeté de la communauté internationale, le président yéménite répond qu'au nom des traditions du pays, il préfère dialoguer avec Al-Qaïda. En bref, on a appris la mort de Miep Gris. Son nom vous est peut-être inconnu. Cette néerlandaise est la femme qui avait caché Anne Frank et sa famille à Amsterdam pendant 2 ans sous l'occupation allemande. Elle avait également découvert et précieusement gardé le manuscrit du fameux journal de la jeune adolescente après sa déportation. Miep Gris avait 100 ans. Et puis sachez que Sarah Palin devient journaliste et plus précisément éditorialiste à Fox News. L'ancienne candidate républicaine à la vice-présidence des États-Unis en 2008 vient d'être recrutée par la chaîne conservatrice. Il est 20h20, restez avec nous. À suivre, la France est devenue le pays des centenaires. C'est chez nous qu'on en compte le plus en Europe. C'est le dossier de cette édition. Dans un mois tout juste commencent les Jeux Olympiques d'hiver à Vancouver au Canada. La France vient de choisir son porte-drapeau. Il s'agit du biathlète Vincent Defrane. Et puis une montagne de vêtements, une grue qui pioche au hasard. Christian Boltanski s'installe au Grand Palais. C'est l'une des expositions événements et peut-être déroutante de ce début d'année. Visite guidée tout à l'heure. D'abord donc la France championne d'Europe des centenaires. Regardez ce chiffre, ils sont 13 500 dans notre pays. Un chiffre qui double tous les 10 ans. Seul dans le monde, le Japon en compte davantage en proportion. L'autre phénomène remarquable, c'est qu'on s'éloigne de plus en plus de l'image du vieillard mourant. Vous allez le découvrir, il n'est plus rare de voir des centenaires tenir leur maison, sortir, se maquiller ou jouer du piano. Heureux comme un centenaire en France. Dossier signé Juliette Guérin, Jean-Marie Lequertier. Voilà les 5 générations. L'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère, la fille et le petit-fils. Réunis pour un anniversaire pas comme les autres. Ce jour-là, Odile de Plainquette fête ses 101 ans. 100 ans d'une vie bien remplie, désormais tournée vers la religion. À 50 ans, après avoir fondé sa famille, Odile de Plainquette est entrée dans les ordres. La vie, ce n'est jamais assez long pour une femme comme elle. On a le temps de faire tout ce qu'on veut? Oui, mais même on a peur de ne pas pouvoir finir. J'ai des dossiers de préparer que je voudrais bien finir, mais je suis devenue beaucoup plus lente dans tout ce que je fais. Alors je prends mon temps, advienne que pourra. Et vous aimez la vie? Oui, j'aime. Vaut mieux, vous savez, à 101 ans, ça aurait été long. Un siècle et toujours le sourire. Nos centenaires se portent de mieux en mieux. Certains même ne craignent pas l'isolement, comme ici dans ce village de la Nièvre, où vit Robert Bermond, 102 ans.
Oh, vous avez réussi à passer? Eh oui. Entrez donc. Il n'a plus de famille proche, mais il reçoit la visite de ses voisins et amis. L'esprit est pétillant, une gaieté à toute épreuve. On dirait que le temps n'a pas vraiment de prise sur lui. Ah bah moi je suis libre. Allez, libre, oui, comme le vent. Et puis vous voyez, j'arrive à me tenir debout tout seul. J'ai bien une canne, mais j'ai trop peur de la casser. Et vous pensez que vous avez de la chance? Oui, j'ai de la chance. Tout le monde le dit. On dit même que je suis un phénomène. De la chance, il en a eu. Beaucoup. Soldat, puis résistant. La mort, il l'a défié plus d'une fois. Alors aujourd'hui... Oh bah non, alors là, je m'en fous complètement. Vous savez, demain matin, ça peut m'arriver, ça. J'ai passé un contrat avec le bon Dieu. J'en ai encore pour 10 ans. Ah bon? Ah, mais... Oh bah... Qui dit, hein? Eh oui. Tout ça, c'est les photos de la famille. Pendant que Robert Bermond résistait dans la Nièvre, Eliane Henrion vivait au Maroc avec son mari. Depuis, il est parti. Elle est toujours là, élégante, à 100 ans tout juste. J'ai l'impression que je suis bien, j'ai l'impression que je tiens le coup, je ne suis jamais malade, c'est fabuleux, c'est fabuleux. J'appartiens à une famille solide. Eliane Henrion vit depuis seulement 1 an en maison de retraite. Parfois, elle descend au salon jouer quelques ritournelles au piano. L'occasion de croiser les autres pensionnaires et une réalité un peu cruelle. Les braves dames, tout ça, oh là là, Seigneur Dieu, écoutez, mon Dieu, merci. Mais vous savez, il n'y a pas de jour où je ne dis pas mon Dieu, merci. Eh ben, quand je les vois, ils sont tous dans un état épouvantable, hein. Et si vous vous demandez quel est leur secret à tous, leur fontaine de jouvence, bien sûr, il y a le patrimoine génétique, mais surtout, une foi inébranlable en la vie. Un tempérament heureux. Moi, j'ai toujours le sourire, toujours gai. Eh ben, ça prolonge. Voilà, soyons heureux, on vivra longtemps. Vous ne le connaissez pas forcément, il s'appelle Vincent Defrane, il a 32 ans, il est biathlète et c'est lui qui portera le drapeau français à Vancouver au Canada pour les Jeux Olympiques. Rendez-vous très attendu, dans 1 mois, ce sera sur France Télévisions. Voici notre classement des 5 meilleures chances de médailles françaises. Manuel Tissier. Vincent Defrane. Dans 1 mois, jour pour jour, il mènera la parade des Bleus à Vancouver. Vincent Defrane, champion olympique de biathlon, vient d'être désigné porte-drapeau pour les Jeux d'hiver 2010. Je suis très heureux de ça, très ému aussi, très impressionné parce que j'espère être à la hauteur de l'équipe que j'aurai derrière. Vincent Defrane portera aussi une grande part des espoirs de médailles tricolores à Vancouver. Le skieur tireur d'élite et le biathlon français avaient rapporté 4 des 9 médailles de Turin. Comme les 5 anneaux olympiques, nous avons choisi nos 5 favoris pour la médaille. Julien Liseroux ne sera pas loin du compte. Le slalomeur vice-champion du monde est en pleine forme cette saison. Comme tout le ski français, déjà 4 victoires pour les Bleus. 2010 marquera l'entrée du ski cross. Une discipline spectaculaire, dans laquelle brille une Française, Ophélie David, 33 ans, compte 9 titres de championne du monde. Il ne lui manque que la consécration olympique. Brian Joubert a tout gagné, sauf les Jeux. À 25 ans, le champion du monde 2007 doit s'envoler au Canada vers son premier podium olympique. L'envol de Jason Lanichapuis est lui aussi programmé en combiné nordique. Le groupe France Télévisions diffusera 400 heures de programme olympique puis paralympique. Une belle flamme pour réchauffer l'hiver.
On verra dans un mois si le pronostic est le bon. Une exposition maintenant. Christian Boltanski est considéré comme l'un des plus grands artistes contemporains français. Il prend possession du Grand Palais à partir de ce soir. Disons-le clairement, il y a de quoi surprendre ceux qui ne sont pas familiers de ce type d'installation. Visite guidée avec Christophe Hérault et Virginie Travers. Le Grand Palais sur les bords de Seine, c'est majestueux, mais sous la verrière, il règne une curieuse atmosphère et des battements de cœur en bruit de fond. La semaine dernière, c'était encore le chantier. On construisait une pyramide de 10 mètres de haut, un empilement de vieux vêtements. Conceptuel, me direz-vous, mais déjà l'émotion dominait. Quelqu'un doit venir ici, il ne doit plus penser à l'art ou à l'histoire de l'art, il doit simplement ressentir quelque chose. Ressentir, c'est donc le maître mot. Cette grue est l'évocation du doigt de Dieu. Le vêtement est pris au hasard, le hasard de la mort, et devient un esprit, un fantôme. Au sol, les vêtements sont bien rangés. Peut-être un cimetière, le vestige d'un camp de concentration, une esplanade après une explosion, c'est aux visiteurs de décider. Effectivement, on peut penser à la Shoah, moi je peux penser aussi au Cambodge, je peux penser aussi à d'autres massacres, au Rwanda. Mais je crois qu'également d'une manière beaucoup plus intime, c'est ouvrir l'armoire et voir les vêtements de son père et ne pas savoir qu'est-ce qu'on en fait, quoi. L'absence d'un être aimé et la mémoire, Boltanski, depuis le début, travaille ces thèmes. Fils de médecin juif, il naît en 1944. Ses parents se cachent sous le plancher de la maison familiale durant 1 an. Boltanski raconte ce XXe siècle tragique, une obsession de la mort, mais une boulimie de vie. Effectivement, pour moi, ce n'est pas une pièce heureuse. Je dis toujours que j'aimerais terminer ma vie en faisant une exposition très joyeuse. Mais je ne sais pas si j'en aurai l'occasion. En attendant la joyeuse exposition de Boltanski au Grand Palais, ce sera la frayeur, mais aussi la beauté. Boltanski aime à rendre l'enfer fascinant. Et pour que l'expérience soit plus forte encore, Christian Boltanski a souhaité que le Grand Palais ne soit pas chauffé pendant son exposition. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Après une parenthèse de 48 heures, la neige est de retour sur les 2 tiers de la France. La moitié des vols pourraient être annulés demain à Orly et à Roissy. En Bretagne, un préfet a purement et simplement fermé toutes les écoles et tous les lycées. Fin de cette édition, merci à vous tous. Dans un instant, Laurent Romeshko. Après la neige, il nous annonce le début du redout. 20h35, toutes les images de notre vie. Une nouvelle émission que vous propose Sophie Davant. À demain.